Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode d'une série de 3 vidéos normalement, où l'on va parler de l'Odyssée du bois. Le bois est en effet le matériau principal avec lequel on travaille en ébénisterie, en menuiserie et tous ces métiers dont on a déjà parlé dans d'autres vidéos et puis ici à l'atelier. Mais j'ai l'impression qu'on est quand même très peu à se poser la question de d'où vient ce bois, d'où vient ce matériau. Comment est-ce qu'il arrive jusqu'à nous? Comment est-ce qu'il arrive sur nos établis et puis même dans nos maisons? Moi j'ai été formé en ébénisterie par exemple, on a très peu vu les origines du bois, d'où il venait et tous les problèmes que ça peut causer pendant la durée de cette fabrication du matériau bois. Et donc m'est venue il y a déjà maintenant plus d'un an l'envie de faire un petit peu des recherches justement sur l'Odyssée, sur l'histoire du bois, savoir d'où il vient, comment il est produit, comment il est coupé, comment est-ce qu'il est transformé. Et en rentrant dans cet engrenage, dans cette histoire, j'ai découvert des choses incroyables et c'est comme ça que ça m'a mené à faire plein d'autres vidéos sur la chaîne et on va enfin pouvoir sortir ces 3 vidéos qui parlent donc de l'Odyssée du bois. On a souvent parlé de bois local sur cette chaîne et je pense qu'il est justement temps de plonger dans cette filière bois puisque de la plantation jusqu'à la fabrication du meuble, c'est un véritable parcours du combattant pour notre arbre et c'est un parcours jalonné de plein de professionnels différents, plein de métiers, dont certains qui sont un petit peu moins bien connus ou un peu méconnus ou un petit peu mis de côté alors que c'est vraiment la source de notre travail, c'est la source de tout ce qu'on a en bois chez nous. Je tiens évidemment à remercier très chaleureusement Bois Local, grâce à qui cette série de vidéos a été possible. Évidemment, comme d'habitude, les liens vers Bois Local sont dans la description, qui est donc une marque collective qui rassemble à peu près 50 entreprises et dont le but est de vous assurer que le bois que vous achetez est local et donc coupé et transformé à maximum 200 km du lieu où vous achetez votre bois. Bois Local va pouvoir vous proposer à la fois des jouets en bois, des ustensiles de cuisine, mais aussi des maisons, des planchers, des parquets, enfin vraiment une gamme très très large. N'hésitez pas à aller faire un tour dans la description, le lien y est et vous allez voir un petit peu toutes les entreprises qui sont affiliées Bois Local et tout ce qu'elles peuvent vous proposer. Mais lançons-nous tout de suite dans le vif du sujet et commençons l'Odyssée du bois. Avant de devenir un meuble ou même carrément juste une planche, remontons en arrière puisqu'au tout début, il n'est qu'une graine et il va se retrouver dans une pépinière qui est une genre de pouponnière pour la plantation des arbres. Ici on est sur une parcelle de chêne Cécile, on va dire, qui ont été semés l'année dernière à peu près à cette époque-ci. Donc c'est des semis d'automne. Donc ils ont été semés en 5 lignes et c'est en vue d'une production forestière. Que ceux-ci ne seront pas repiqués, mais par contre ils sont dépivotés. D'ailleurs on peut voir les traces de la lame. C'est une lame qui va passer en dessous pour couper le rhizome et provoquer un enchevelure racinaire. Et c'est ce qui va permettre au plant, on va dire, de reprendre assez facilement. Donc ici on est sur des semis qui ont pile 1 an et ils seront vendus certainement entre 3 et 4 ans, suivant la croissance qu'on a et les tailles commerciables qu'on a. On a des taux de germination très faibles. Sur des graines, il y en a peut-être parfois que 2 qui vont germer. Maintenant, là où on a des degrés de germination plus hauts, on peut aller jusqu'à 90 voire 95%. Sur ces 95% de plants qui vont germer, il faut encore supprimer là-dedans certainement 20 à 30%. Donc au final, on a des rendements qui sont de l'ordre de 50 à 70%. Et si en plus on a des dégâts de gel ou de gibier ou quoi, on réduit encore cette marge-là. Donc c'est pas parfois toujours évident, surtout si on a plusieurs essences différentes. À ce moment-là, notre très jeune arbre a déjà quelques années de vie. Ceux qui auront donc survécu à cette première plantation vont être tout simplement arrachés et triés. Si on est sur la dernière année de production, on va dire, au niveau des hêtres, on pourrait les laisser 1 an en plus, mais étant donné qu'on a énormément de demandes, on est obligé de les arracher.
Donc ici on est sur des plantes de haies, on est sur des plants de 4 ans. Ils ont déjà des belles tailles, hein. Donc on sait facilement faire du 125 et plus. Ils ont été repiqués en 3 lignes pour justement les espacer un peu plus comparé aux forestiers où généralement ils sont semés en 5 lignes. Pour justement provoquer une tige bien droite, moins de troncs, moins de branches, tandis qu'ici ils sont un peu plus espacés pour qu'ils se renforcent un peu à la base et qu'ils s'étoffent. Donc ici on arrache avec une machine équipée d'un tamis. Donc on va venir placer une lame qui va venir secouer les plants pour essayer de garder un maximum de chevelure racinaire, qui est très important pour la reprise. Et on va dire tout est directement conditionné en remorque bâchée pour éviter justement l'assèchement des racines avec le vent et au niveau du soleil. Généralement on arrache entre 4 et 6 palettes et dès qu'ils ont leur cantateur on fait des rotations. Et généralement on se situe à moins de 10 km autour de l'entreprise. Donc on va dire dans la demi-heure les remorques sont rentrées et arrivent dans le hangar. Comme je vous l'expliquais, tout est amené sur convoi, tout est placé, on va dire, au niveau des palettes, au niveau des quantités, et tout est trié déjà au niveau des origines. Ok. Donc origine en fonction de la parcelle, et chaque, on va dire, palette est référencée. Ensuite, tout est acheminé ici, on va dire sur nos tables de tri. D'accord. Et tout va être trié en fonction des tailles, des défauts, et si un plan, on va dire, présente trop de défauts, il est jeté. Donc à ce moment-là, il n'est pas proposé à la vente. Tout sera ensuite, on va dire, placé en bottes de 25, 50 ou 10 pour des plantes de haies qui sont déjà un peu trop volumineuses. Oui. Et ensuite, tout, on va dire, est ici acheminé sur des palettes en attendant la destination finale. Donc ça peut être les communes, les parcs naturels, le département nature et forêt, tant que des propriétaires privés. Voilà. Tout est maintenu ici, on va dire, à l'abri du vent et du soleil, au frais. Et si dans les 2 jours, 3 jours, ces plants-là ne sont pas vendus, ils sont soit placés dans un endroit réfrigéré. On a des grands frigos qui peuvent accueillir directement des palettes. Tout à ce moment-là est enrubanné, on va dire pour éviter le dessèchement des racines. Ou alors on fait des jauges. Donc on va dire on va faire une tranchée dans la terre et placer toutes ces bottes-là l'une contre l'autre, toujours tout référencé en fonction des quantités, des tailles et de l'origine. Et on va dire une fois en jauge au frigo, ces plants-là peuvent rester, on va dire, jusqu'à plusieurs mois sans problème en attendant leur prélèvement pour la plantation finale. Dans une petite parcelle communale qui était anciennement boisée de résineux, en l'occurrence des Douglas, qu'on a mis à blanc l'année dernière. Honnêtement, on ne savait pas trop ce qu'on voulait en faire, donc la première idée c'est de toute façon de travailler avec ce qui existe. Donc quoi qu'il arrive, on va garder un peu tout ce que la nature nous a offert, parce que petit à petit on a des semis de hêtre, on a un peu de chêne qui revient, on a un peu de bouleau. On a gardé un mélèze et un pin parce qu'on sait que c'est des essences qui fructifient abondamment, donc qui vont en principe ressemer aussi dans la parcelle. Typiquement le genre de situation qu'on rencontre de plus en plus. L'idée ici, on a demandé pour planter un petit peu des aulnes. Pourquoi? Parce que la partie du bas, l'aulne, c'est une espèce qui a des besoins en eau assez particuliers, donc c'est plutôt des espèces qu'on plante dans les parties un peu humides. Donc ici on est dans un fond de vallée, donc en principe ils se plairont mieux là-dedans. Même si avec les sécheresses à répétition qu'on a, même dans des parties humides, on peut commencer à craindre de rencontrer certains soucis. Le but principal maintenant, c'est vraiment d'avoir de la diversité. Se donner beaucoup de chance d'avoir quelque chose dans la durée qui va tenir le coup. On sait aussi qu'il y a beaucoup d'interactions entre les différentes espèces forestières, tant au niveau racinaire qu'au niveau décomposition du feuillage, etc. Donc voilà, le fait d'avoir en présence un certain nombre d'espèces diverses au même endroit permet finalement de favoriser la croissance de certaines et une certaine entraide qui s'installe. On voit d'ailleurs dans les forêts qui sont totalement naturelles, ou les parties où on n'a rien amené, il y a toujours pléthore d'espèces différentes, certaines qui sont très nombreuses, qui sont un peu envahissantes, d'autres qui arrivent à se faufiler entre, et au final on a quelque chose qui tient la route et on a surtout beaucoup de choix pour l'avenir. Évidemment, ici, les travaux qu'on fait ici de plantation, on va avoir le résultat rapidement en disant bon, l'année prochaine, on va voir probablement au printemps, les plants vont reprendre. Maintenant, si on a des périssements dans 5 ou 10 ans, on ne peut pas chaque fois repartir de zéro. Alors qu'on a quand même au moins un recul sur de l'aulne, on va dire, pour commencer à pouvoir valoriser, il faut quand même compter une vingtaine d'années pour dire avoir un arbre qu'on pourra au moins couper pour faire du bois de chauffage. Si on veut du bois de grume, de sciage, il faut compter sans doute au moins 50-60 ans en fonction
Donc avec énormément de paramètres qu'on ne maîtrise pas là-dessus, d'où l'intérêt de ne pas miser sur une seule espèce. Ça y est, notre jeune arbre est enfin planté dans une forêt et il va pouvoir prendre exemple sur ses grands frères pour essayer de s'épanouir, de s'agrandir, de grandir et vivre une vie semée d'embûches, mais qu'on espère la plus calme et la plus paisible possible. C'est qu'il faut offrir de la nourriture au gibier. Oui, À partir du moment où on plante des arbres, on débroussaille tout ce qui gêne entre guillemets l'arbre, le gibier, la seule chose qu'il trouvera à manger, c'est l'arbre qu'on a planté. Donc ici, le fait d'avoir ce genre de choses, des rejets de sorbier qui vont relativement peu concurrencer ce qu'on a planté, ils offrent une nourriture et pendant qu'ils mangent le sorbier, ils ne sont pas en train de manger l'aulne qu'on a planté. On utilise ce qui existe et on laisse venir en plus le reste. Notre travail pendant quelques décennies, ce sera de faire cohabiter tout ça. Quand on prévoit des travaux de plantation en forêt, on se fixe un objectif, on se dit voilà, on a envie ici de faire pousser de l'aulne. Maintenant, on sait très bien qu'avec l'évolution du climat et toute une série de facteurs qu'on ne maîtrise pas et qu'on risque de encore maîtriser moins à l'avenir, notre stratégie de départ, elle risque certainement d'être mise à mal à un moment donné. Donc ici, en se donnant d'autres possibilités, on se laisse à un moment donné la possibilité de faire un autre choix que ce qu'on avait prévu au départ, ou en tout cas d'avoir plusieurs choix possibles. Tout à fait. Planter, on voit que les ouvriers, ils en plantent un certain nombre par jour, donc tout ça demande du travail à la plantation, après du travail d'entretien pendant quelques années pour que l'arbre puisse finalement s'épanouir tout seul. C'est un investissement économique qui n'est pas négligeable non plus, donc forcément on attend une certaine rentabilité derrière. Donc si on ne mise que sur une seule espèce et que pour une raison X ou Y, une maladie, elle dépérit et qu'on n'a plus rien, c'est un investissement qui n'a rapporté rien du tout. Exactement ça, pendant 5 ou 10 ans, on se dira peut-être ici, wow, c'est magnifique, on a fait une belle plantation d'aulne. Et dans 25 ans, au moment où on va se dire, allez, on va aller marquer une petite éclaircie dedans pour vendre un peu de bois de chauffage, on va se dire, non, ça va plus. Et du coup, on travaille. Peut-être qu'un jour, on travaillera pour favoriser le boulot qui est là ou le chêne qu'on a laissé en se disant, voilà, l'aulne n'a pas répondu à ce qu'on avait espéré de lui. Et c'est ça qui est compliqué en forêt, c'est que voilà, le recul. Pour commencer à aller rentrer un peu dans ses frais, il faut compter minimum 20-25 ans pour récolter un peu de bois maintenant qui est quand même de valeur assez modeste. Pour avoir du bois d'œuvre, en fonction des espèces, on varie de 50 à 250 ans pour un chêne. Donc forcément, c'est même jamais nous qui récolterons ce qu'on a planté. Et donc avec tous les aléas qui peuvent survenir dans la vie des arbres, c'est sûr qu'il est vraiment important de donner à la nature plein d'opportunités, de plus en plus. Alors évidemment, cette étape de la pousse, elle est très longue, très longue, mais c'est pas pour ça qu'il n'y a rien à faire. On va pas juste le regarder grandir et attendre que ça passe. Non, c'est beaucoup de travail en fait. C'est de très longue haleine. Après la plantation, bien sûr, il y a les 4 ans ou 5 ans qui suivent, il faut dégager les plantes, parce que autrement la végétation qui est en place va beaucoup plus vite, donc il faut la maintenir. Et après, il y a un petit peu d'élagage. En feuillu, c'est plus rare. Mais après, au fur et à mesure, on fait des éclaircies. C'est pour ça que nous plantons, les pépiniéristes plantent très serrés pour avoir des beaux feux qui s'élancent bien, qui vont vers la lumière. Et après, on fait des éclaircies au fur et à mesure, suivant les... Ici, dans les feuillus, par exemple, ils passent tous les 12 ans en éclaircie. Ouais. Donc, au début, c'est du bois de chauffage, c'est du petit bois ou du bois pour faire des panneaux. Et après, on arrive avec des grumes pour faire du sciage, du bois d'œuvre. Oui, ici, vous avez des chênes qui ont 80, 100 ans, 120 ans. Voilà, le chêne est très lent à pousser, le hêtre est un peu plus rapide. Ça n'a pas à comparer avec du résineux, par exemple. Le douglas va beaucoup plus vite. Oui. On parle de 2-3 générations, ça c'est clair. Il faut être passionné pour mériter de travailler en forêt, je pense. Parce qu'il faut laisser aux générations futures. On ne peut pas... C'est facile de couper le beau bois, mais il faut quand même bien regarder ce qu'on fait. Il faut aller chercher ce qu'on peut aller chercher. Ça
Ça y est, notre bois est enfin assez grand et puis surtout assez large que pour pouvoir être utilisé comme bois d'œuvre. On va donc pouvoir le couper, mais encore une fois, c'est pas un truc qu'on fait n'importe comment. Ici, c'est sur des forêts communales, donc c'est le DNF, les agents du DNF qui sont chargés du martelage, ils appellent ça le martelage, ils frappent le sceau royal sur chaque arbre pour bien reconnaître qu'on ne coupe pas d'arbres qui n'ont pas été vendus ou délivrés. Donc ce sont eux les responsables. En forêt privée, parfois ils prennent des experts, parfois ils font eux-mêmes, ça dépend. Le bois d'œuvre, en fait, nous on recommence chaque année après le 15 août en lune descendante. On regarde après le 15 août, on peut commencer, la sèvre descend et là on peut couper. Moi je dis que c'est très bien, de toute façon la lune descendante c'est très bien, mais on devrait arrêter dès que la lune remonte, parce qu'il y a déjà une poussée de sève qui se refait à l'automne, et là maintenant avec tout ce qui se passe, avec la quantité qu'il faut, on n'arrête plus de couper jusqu'au mois de mars. Il faut faire très attention pour ne pas éclater les bois, parce que ça peut arriver. Hein, si vous faites tomber un bois fourchu, s'il tombe sur sa fourche, il éclate. Il éclate jusqu'au pied. Okay. Donc il faut quand même un certain savoir-faire pour bien. Ça a quand même de la valeur, donc il faut. Pour le bois de chauffage, s'il est fendu, c'est mieux. C'est déjà fait. C'est moins de préfendre en forêt. Voilà. On le coupe, donc on les branche, et puis alors on vient avec un débusqueur, un tracteur articulé pour aller en forêt. C'est bien renforcé parce que vous voulez des branches et tout ça, muni d'un treuil ou d'une pince. Et donc on met les bois le long de la route, et après le grumier vient les chercher pour les conduire à scierie. Ça y est, notre arbre est tombé. Je peux comprendre que ce soit un peu triste, mais il faut savoir que c'est pas la fin de sa vie. Là, on n'est qu'au début de sa vie de bois d'œuvre, et donc on va pouvoir en faire pas mal de choses. À cette étape-ci, le bois il va être vendu à des scieurs. Ce moment pose un petit peu problème actuellement avec des soucis d'export du bois. Je pense qu'il serait intéressant d'en faire une vidéo complète, mais on ne va pas s'y épancher aujourd'hui dans cette vidéo, on en fera une spécifique. Par contre, je peux vous inviter ce soir, après la sortie de la vidéo, si vous la regardez le jour de sa sortie, à 20h30, on sera en live sur Twitch et ça peut être l'occasion de débriefer de cette vidéo, mais aussi de parler potentiellement des problèmes d'exportation qu'essaye de défendre, ou en tout cas d'endiguer Bois Local par exemple. En tout cas, c'est à cette étape cruciale que s'arrête cette première vidéo de l'Odyssée du bois. On est arrivé en fait à la première étape après la plantation et la coupe du bois. La suite, ça viendra dans une prochaine vidéo, dans l'épisode 2, et puis ensuite on aura l'épisode 3, et oui, c'est comme ça que ça marche, 1, 2, et puis le 3 apparemment, enfin en tout cas, moi c'est ce qu'on m'a toujours raconté. Prochaine vidéo où nous verrons l'étape cruciale aussi, du sciage de notre arbre. Je tiens évidemment à remercier la pépinière Gaï de nous avoir accueillis. Il y a de ça fort longtemps, je suis désolé que la vidéo ait pris autant de temps à sortir, mais un très grand merci à eux de nous avoir accueillis, de nous avoir présenté leur travail. Un très grand merci aussi à l'exploitation forestière André Pierson de nous avoir aussi accueillis sur son lieu de travail, nous avoir permis pendant une matinée de voir un petit peu comment ça fonctionnait. Encore évidemment un énorme merci à Bois Local, sans qui cette série de vidéos et beaucoup d'autres, mais bon au moins celle-ci n'aurait pas été possible. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si elle vous a intéressé, si vous avez des questions. Si ça vous intéresse, on sera évidemment, comme je l'ai déjà dit, en live à 20h30 sur Twitch ce soir, donc jeudi, si vous regardez la vidéo le jour de sa sortie, pour un petit peu débriefer, discuter justement de cette vidéo et du sujet de l'exploitation forestière, potentiellement aussi des problèmes de la déforestation, etc. Voilà, il y a plein de sujets intéressants, n'hésitez pas à venir faire un tour sur le live. Comme d'habitude, pensez à laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne. Tous les liens sont évidemment dans la description. N'oubliez pas non plus de partager cette vidéo un maximum sur Facebook, Twitter, etc. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Instagram. Les gens qui nous suivent sur Instagram ont eu la chance de voir en avant-première un petit peu les images justement de ces tournages, puisque ça met à chaque fois beaucoup de temps entre le tournage et puis la sortie des vidéos. Voilà, je pense qu'on arrive à la fin de ce premier épisode. Merci beaucoup à vous et puis tchuss les atelieros.